Est-ce qu'on peut demander aux gens de bouleverser leur mode de vie? Il a été bouleversé en 50 ans, le mode de vie. Il a été changé à une vitesse extraordinaire depuis les années 50. Donc, on sait ce que c'est que de changer les modes de vie, de changer les modes de consommation, de modifier la façon d'habiter, de construire des villes différemment, de changer les modes de transport. On l'a fait. Donc là, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire on l'a fait, puis maintenant c'est irréversible, on ne peut plus rien changer. La situation, au contraire, de transformation sociale et technique et, disons, du capitalisme tardif, on peut le dire, et des modes de vie depuis la guerre, depuis la dernière guerre, prouve une fabuleuse capacité de transformation. Elle n'a pas été dans le bon sens du point de vue des émissions de carbone. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire on ne peut pas changer la situation dans laquelle on vit, puisqu'on l'a fait. Et on l'a fait à une période extraordinairement récente. L'empreinte, c'est le thème de la grande accélération que mettent en place beaucoup de scientifiques. L'empreinte des humains en 2050 était négligeable par rapport à celle de maintenant. Donc, au contraire, je crois qu'il faut dynamiser cette question. On peut modifier son mode de vie, on l'a fait. Simplement, c'est une situation révolutionnaire. Mais révolutionnaire dans un sens qui n'est pas le mot ancien de mot révolution. C'est plutou une espèce d'involution ou de transformation, de métamorphose, disait Ulrich Beck, est mort récemment. C'est une capacité de transformation très profonde, mais qui n'est en rien extraordinaire par rapport à ce que les humains font d'habitude. C'est sympathique et ça doit être développé, la question de la décroissance, de la sobriété, de l'ascétisme même. Mais évidemment, quand vous avez 8 milliards de gens, dont la moitié de misérables, à qui nous avons donné, avec raison d'ailleurs, l'idée d'un certain nombre de valeurs de confort et de santé, la sobriété est je pense, nécessaire au niveau personnel, je pense. Mais socialement, ce n'est pas la solution. Le problème, on ne peut pas se passer ni de la diffusion des valeurs qui sont les nôtres, qui sont progrès dans les termes de santé, liberté, etc. Donc, de toute façon, il va falloir le partager avec les milliards qui sont déjà en vie, qui sont là. Et ça demande une énergie, ça demande des sources d'énergie, ça demande disons une abondance et une richesse qu'on ne va pas brusquement dire désolé, nous on l'a eu, mais vous ne l'aurez jamais, et tant pis pour vous. Donc ça veut dire évidemment une inventivité redoublée en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est tellement évident qu'on peut innover sur toutes ces questions que je ne vois pas très bien où est le problème. La capacité de changer les modes de vie, c'est aussi ce qui excite les gens et qui intéresse les gens. Et s'il y a quelque chose, ça ne veut pas dire, c'est pas un progrès. Si c'est en termes de progrès, ça dépend comment on définit le progrès, mais si c'est en termes de progrès au sens de conscience des transformations et des innovations qu'on est capable de faire, oui, on est encore dans un mouvement progressiste. Si le progrès consiste à imaginer qu'on a 5 terres alors qu'on n'en a qu'une, non. Mais bon, ça maintenant tout le monde en est conscient. On n'a pas les terres pour un certain type de progrès qui est en fait une espèce de vision très provinciale, en gros nord-américaine, et encore à l'intérieur de nord-américaine très très étroitement provinciale, de ce que c'est que l'humanité sur Terre. Il y a des tas de toute façon d'êtres humains sur Terre et riches, en abondance. La notion de décroissance, je n'y crois pas beaucoup. C'est au contraire une question d'abondance, mais d'abondance dans des tas d'autres termes. La capacité des humains à inventer des formes d'abondance dans l'histoire des civilisations est inouïe. Simplement, ce qu'on appelle le progrès, c'est une version très provinciale. Et là, il faut se battre, mais bon, c'est des batailles qui ne sont pas extraordinaires, c'est des batailles normales de la vie politique. C'est des grandes batailles, au fond, qu'ont menées les mouvements sociaux depuis le XIXe siècle, malheureusement avec des définitions de la planète et de l'occupation de l'État faussées. Mais on continue l'histoire humaine. L'histoire humaine ne doit pas s'arrêter. Je crois qu'il faut au contraire ne pas espérer que ce soit une trop grande réussite. Les excès d'attention et les excès d'enthousiasme pour ces conférences qu'on appelle les COP 21 ou l'année dernière à Lima, la COP 20, et avant encore la COP 19, ont échoué très souvent parce qu'on a beaucoup trop attendu de ces conférences. Donc je pense qu'il faut un peu baisser l'enthousiasme
ou les espoirs. Et en même temps, il s'agit d'une échéance très importante, puisque la négociation porte quand même sur quelque chose comme un accord, pas forcément un accord qui rende obligatoire, disons, les décisions, mais qui tiennent en tout cas un peu légalement les différents États qui se seront engagés. Donc je pense que les négociateurs sont tous dans une situation d'intérêt, d'angoisse, et en même temps, ils essaient de se préparer à des déceptions, disons. Est-ce qu'on a besoin d'un accord mondial sur le climat? Oui, parce que ces COP, Conference of Parties, ont des effets légaux très importants. Parce que s'ils arrivent d'ailleurs à étendre leurs décisions légales sur les autres morceaux qui sont dans d'autres arènes, comme le commerce, l'énergie, etc. Et aussi parce qu'il y a un effet civilisateur dans la COP elle-même. Le simple fait que la COP se tienne, le simple fait qu'elle ait lieu, le simple fait que les nations doivent présenter leur projet de développement, ça construit quelque chose comme l'idée d'un monde commun. Le frein, il est énorme. Le premier frein, c'est qu'il s'agit de parler des États-nations, des intérêts des États-nations, qui sont tous différents. Le deuxième, c'est qu'il s'agit d'humains parlant de choses qu'ils ont faites à des éléments naturels, et c'est la nature qui n'est pas représentée dans les débats. Donc tous les éléments naturels ne sont pas représentés. Donc en gros, c'est des États-nations contre les éléments de la nature, mais il n'y a pas de représentation qui organise ça. Et puis, comme le montrent les travaux récents sur la question, c'est un débat qui porte sur le climat, qui paraît très loin des gens, alors qu'en fait, il porte aussi sur l'organisation de la vie, le mode d'existence, le mode de vie, le mode d'industrie, le mode de consommation du public. Donc il y a une question qui n'est pas toujours très bien posée. C'est une question où on dit on va s'apporter du climat qui paraît très loin des gens, alors qu'en fait, c'est très proche. Mais ce n'est pas la question qu'on pose. On ne dit pas est-ce que vous êtes prêt à changer votre mode de production, la façon dont vous construisez vos villes, la façon dont vous transportez, vous vous habillez, etc. Donc tout ça accumulé, ça fait beaucoup de causes d'échec. Et en plus, il y a l'idée que chaque pays est égal, qu'on essaie d'obtenir des consensus. Et chaque pays n'est pas égal, et le consensus est assez difficile. Donc il y a beaucoup de causes d'échec dans ces négociations. Et en même temps, c'est un des endroits où quand même, malgré tout, l'idée qu'il y a un intérêt commun de ces différents États-nations, que ces États-nations sont tous, disons, dépendants d'une transformation de la planète qu'ils ont causée assez inégalement. D'ailleurs, les responsabilités ne sont pas les mêmes, évidemment. Ça fait quand même un effet de prise de conscience. Toutes les décisions que nous prenons sont des décisions à 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir des enfants, acheter des maisons, prendre un prêt pour acheter une maison, planter des arbres, construire une entreprise, faire une thèse, enfin, tout ça, c'est des trucs à long terme. Hein. Et donc les politiques ne sont pas du tout éloignés de cette durée. Et de toute façon, maintenant, il ne s'agit plus de choses de très longue durée. Les événements sont dans les 10 ans qui viennent. Et les transformations ont déjà eu lieu, en quelque sorte. L'événement a déjà eu lieu. C'est une des difficultés aussi pour faire comprendre aux gens. L'événement dont il s'agit de rectifier, en quelque sorte, est déjà derrière nous. Il est dans les années 60, au moment de ce que les scientifiques appellent la grande accélération, une espèce de grand développement qui a fait que l'empreinte des humains sur la planète est à une dimension immense. L'entrée dans l'Anthropocène, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal pour l'humanité? D'abord, c'est une nouvelle définition de l'humanité. Donc ça veut dire que ça dépend comment on prend l'Anthropocène, il y a plein de raisons, mais l'une des versions, qui n'est probablement pas la bonne, qui veut dire que l'humain est une force géologique, ça c'est une première partie, et la force géologique la plus importante. Mais l'autre version qui est plus claire maintenant, quand on voit les papiers qui sortent des scientifiques sur l'Anthropocène, c'est aussi que on est sorti du moment où les humains pouvaient vraiment influer durablement sur la planète. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a des gens qui se raccrochent aux branches et qui parlent d'un bon Anthropocène.
en particulier ceux qui préparent les catastrophes futures du géo-engineering, mais malheureusement, je crois que la tendance des spécialistes de l'Anthropocène est plutôt de dire que notre fenêtre d'action se ferme très vite. Et qu'à partir du moment où on est devant des transformations que l'on a déclenchées, mais dont maintenant les résultats sont pris en quelque sorte par le système Terre lui-même, on est de nouveau un peu comme le petit personnage dans le film de la Story of Pi, l'histoire de Pi. Vous êtes dans un canot de sauvetage, mais avec un tigre. Et donc là, on ne sait plus du tout ce qu'il faut faire. Il faut restituer, je pense, dans cette question, l'extraordinaire multiplicité des échelles où ça joue. Ça joue dans la façon dont vous construisez votre jardin, ou jardiner, aussi bien qu'à des autres niveaux. Donc je crois que la question, c'est plutôt celle de rendre la multiplicité des échelles, ce qui veut dire de nouveau redéfinir ce que c'est qu'un territoire et modifier à nouveau la définition des rapports entre, disons, individu-État, pour le dire vite. Construire ce que beaucoup de penseurs maintenant reprennent en charge, qui est la question des communs, se construire des communs, qui était au fond la façon dont on habitait la Terre avant, mais qui a été détruite très explicitement et de façon très volontaire par le début du capitalisme, disons. Donc, tout ça, c'est cette transformation. Évidemment, on effraie les gens quand il s'agit de la planète, mais en même temps, on leur donne la tâche qui est nécessaire à la civilisation, c'est-à-dire, bah oui, on est dans une planète, ça n'est pas décourageant, c'est au contraire une responsabilité morale qui pèse, mais en même temps élève, mais qui est d'ailleurs assez comprise par beaucoup de mouvements religieux. Donc en fait, il y a une spiritualité de la planète qui n'est pas forcément mauvaise, qui est d'ailleurs liée à la question de la catastrophe aussi. Ce qui ne peut pas continuer, c'est l'idée qu'on peut se débrouiller dans toute cette affaire en continuant le mode de progrès, disons, en se cachant les yeux et en niant, ce qui est quand même en gros ce que la plupart des gens font, en disant ben non, il n'y a pas à réfléchir, ça ne va pas remettre en cause quoi que ce soit. Or, ça remet tout en cause.